espèce de paradoxe, c'est-à-dire on s'intéresse au futur, on essaie de maîtriser le futur, mais aussi on essaie de maîtriser le passé. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on pense que cette littérature est fascinée par la connaissance du futur, mais elle veut aussi démontrer qu'elle est capable d'explorer le passé et de même de le baliser et même de le reconstituer. Et il y aurait une espèce de double courant, n'est-ce pas? Et donc, dans le domaine du prophétique, on s'aperçoit que le prophète parle du futur, mais il remanie le passé. Donc c'est un siècle où on cherche à la fois à maîtriser ce qui va venir, mais aussi à maîtriser ce qui a été. Oui, mais c'est pas simplement un problème d'impression, d'édition. Non, mais c'est pas une mentalité. Non, mais de tout temps, les prophéties ont joué comme ça. Je veux dire, là, pourquoi prendre? Il suffit, je crois, d'aller à l'école des Chartes et de leur demander, y a-t-il quelqu'un qui, à l'école des Chartes, a fait une étude? Et il y en a sûrement. C'est même une des premières choses qu'on vous apprend sûrement à l'école des Chartes. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse charte? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse charte? Si ce n'est un moine qui, à un moment, a attribué un diplôme à Charlemagne, et qui a écrit ça au XIIe, bien sûr, et qui a voulu, d'une certaine manière, imiter plus ou moins le style, maladroitement, la preuve, c'est que généralement, les chartistes, c'est leur travail actuellement, s'en aperçoivent. Alors pourquoi est-ce que ce genre de travail, de faux antiquisants, le jour n'est pas aussi bien? Mais quand ça touche au domaine de l'imprimé, c'est plus subtil que quand ça touche au domaine du manuscrit. Parce que dans l'imprimé, l'imprimé a une sorte de valeur intrinsèque. On se dit, bon, si c'est imprimé, je crois qu'on a plus de facilité à comprendre le faux manuscrit que le faux imprimé. Et en même temps, c'est facile de faire un faux imprimé. Puisque... Est-ce que la tendance générale ne serait pas au moment où on fait un imprimé, d'abord, qu'est-ce qu'on va marquer comme date sur l'imprimé? Voilà. Qu'est-ce qu'on va marquer? Le moment où l'ouvrage a été rédigé ou le moment où il est publié? Normalement, le moment où il est rédigé. Mais que de fois, un auteur met dans un tiroir pendant 30 ans une œuvre et est tellement surpris et douloureusement surpris de voir que ses idées apparaissent brusquement 30 ans plus tard. Il veut montrer qu'il les a données plus tôt. Il veut montrer qu'il les a donnés plus tôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe tout à fait naturellement, il antidate. Et c'est naturel. Il signe du moment où il a écrit. Oui, je comprends très bien. Donc, vous voulez dire que, est-ce que vous voulez dire que si par exemple un libraire est convaincu que Nostradamus a publié en telle année, il n'a aucun scrupule à faire une édition avec l'année, c'est une sorte de reprint, de pseudo-reprint, l'année supposée de l'édition. L'année supposée de l'écriture, quitte même à retrouver à emprunter des éléments qui vont montrer, qui vont correspondre à cette date-là. Enfin, dire, avec des éléments d'authentification. Puisque éventuellement ils sont les éléments. Oui. C'est comme un policier qui est convaincu que quelqu'un a fait un crime, il n'en a pas la preuve, il fabrique les preuves en toute bonne conscience, parce que de toute façon je sais qu'il a fait ce crime, je ne peux pas le prouver, mais je le sais. Donc je vais inventer des pièces pour le prouver. Oui, ou non, moi je crois que c'est vraiment une question de... Moi je suis très surpris qu'on se batte pour savoir, on se bat pour savoir si la première édition de Gargantua ou de Pantagruel, de Pantagruel et des foires de Francfort de 1532 ou des foires de Francfort de 1533. Oui. Mais moi je trouve ça tellement bizarre. Oui, non mais je suis d'accord. Moi j'ai des manuscrits qui datent de 30 ans quand je m'ouvrais. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les problèmes de la publication posthume. On trouve dans Nostradamus, par exemple, on imagine, parce qu'il y a ce que j'appelle aussi le pseudo-posthume. Oui. Le pseudo-posthume, c'est-à-dire on profite de la mort de quelqu'un pour mettre en circulation des ouvrages qu'on aurait trouvés chez lui, mais qu'il n'a jamais publiés, etc. Mais, alors là, c'est une occasion merveilleuse. On retrouve dans la bibliothèque de Nostradamus, ceci, cela. Mais, faisons l'examen des papiers de feu Nostradamus. Voilà. Je n'ai pas été peu surpris, lecteur, de
trouver, il y a toujours ce même ton. Je n'ai pas été surpris, lecteur, de trouver en un refrain, Sauf que, monsieur Guignebet, à un moment donné, on remplace cette version des publications possibles par une autre version où on met carrément la date de la rédaction de ces publications comme étant la date d'impression. Et donc, par conséquent, on passe de la thèse on a trouvé ça dans les papiers posthumes, à la thèse sur laquelle il les a publiés de son vivant. Voilà. Et donc là, ce n'est pas une question d'un an ou de deux, c'est une question de savoir si ces centuries sont parues en 1555, ou si elles sont parues en 1568, ou si elles sont parues en 1590. Parce que c'est des décalages de temps énormes. Mais c'est le cas. Oui. C'est plus écoutez, moi personnellement, actuellement, moi je me bats entre le Nostradamus et le Nostradamus, c'est des décalages absolument énormes. Il y en a qui, par exemple, moi l'édition de 452, je pense qu'elle a été publiée en 1590, 95, il y a 40 ans d'écart. C'est quand même énorme. Et bien après la mort de Nostradamus. Parce que je montre qu'il y a des similaires aux éditions des centuries, de la période de la Ligue, etc. Et justement, je le montre, dans le cas par exemple justement du fameux quatrain emprunté à Estienne sur Chastres. Je montre qu'on a remplacé Chartres par Chartres pour annoncer le couronnement dans le cadre à Chartres, etc. Bon, on veut dire, des manipulations comme ça. Eh bien, pour l'instant, 90% des Nostradamus, aussi bien à l'université qu'à l'université, s'en tiennent à l'idée que c'est bien paru en 1555 ou 1557 ou 1568. Moi j'ai 70 ans, 40 ans d'écart, ça ne me gêne pas du tout. Moi j'écrivais à 30 ans. Non, mais... Et qu'est-ce que... Il y a plein de choses qui sont encore, bien sûr, pas publiées, qui ne sont peut-être jamais, ou quand il y a reprogrammé le papier, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais c'est comme si, par exemple, vous, monsieur Guignebet, dans un premier temps, on disait... S'il est honnête, il annoncera, mais sinon, il fera... C'est comme si vous, par exemple, dans un premier temps, on me disait, voilà, on a trouvé chez Claude Guignebet des manuscrits qui datent des années 1960, 80, etc. Et puis, dans un deuxième temps, un libraire bien intentionné va publier ses manuscrits en mettant la date de la rédaction. Et même, à la limite, ça va paraître avec cette date-là. Il paraît pas C'est la date de la rédaction. Parce qu'effectivement, si Nostradamus a fait une édition, a fait une préface à César en 1555, eh bien, on va publier une édition de la préface avec marqué 1555 et en mettant un libraire. C'est le problème, un libraire qui a effectivement vécu à cette époque-là, et qui n'a jamais rien publié à cette époque-là. Donc quand on prend la peine en plus de donner le nom du libraire, ça va loin. Non, mais il y a de la malhonnêteté. Parce que là, ça crée une authentification, une pseudo-authentification. De signaler à un libraire qui n'a jamais publié ces auteurs-là, ou qui a publié autre chose. Par exemple, on pourrait par exemple prendre un libraire qui a publié Rabelais, les Almanachs, et puis mettre sur le compte de ce libraire Gargantua, par exemple, voyez-vous, enfin, on fait du faux avec du vrai. Oui, mais ça c'est malhonnête. Mais il y a des gens qui sont honnêtes. Par exemple, le Conto del Conti a été retrouvé dans un secrétaire, enfin, même dans les archives, disons, de Basile, et après sa mort, c'est sa sœur qui a publié les œuvres de Basile. De même pour le Guépard, a été retrouvé dans un tiroir. Lampedusa ne les a pas publiés de son vivant. Ça a été publié par la suite. Il y a eu forcément un agencement, mais pas forcément malhonnête. Il y a le problème aussi des pensées de Pascal. Ah oui. Comment on les a reconstitués. Vous aviez préparé quelque chose là? Non, là c'est simplement ça c'est. Oui, non mais autrement. Le petit charbon. Donc, oui. Ça part sur et donc vous avez trouvé dans votre ouvrage là, à plus haut sens, vous aviez trouvé des trames chez Rabelais qui. C'est des trames de calendrier. Oui, c'est ça. Et des trames d'une visite du ciel. Parce que vous m'aviez parlé assez longtemps de... L'ensemble du voyage se fait entre le 9 juin et le 25 juillet, le voyage de la Ligue, et j'ai montré que l'ensemble des îles, c'est en fait la rencontre des constellations que l'on rencontre à cette période. Juste, voilà, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est donc un système où, par exemple, à un moment, il arrive dans une île
bien forte, semblante à Sicile et qui est triangulaire. C'est le triangle qui marque le front du bélier. Voilà. Il dit, alors dans le chapitre où il parvient à cette île, il dit à l'aube des mouches. Il y a Muscat qui est juste à côté. Il y a quelques étoiles qui sont Muscat juste à côté du deltoton. Donc, et l'épisode des moutons de Panurge, c'est juste en même temps. Donc, ce que je montre, c'est donc que c'est un voyage qui se fait au ciel. Mais ça, selon un modèle qui est celui, finalement, on a déjà ça dans Lucien, puisque Lucien, dans l'histoire véritable, raconte que lorsque le navire est pris par un grand vent, se retrouve au ciel, et que là, il visite, il assiste à des batailles, par exemple, entre des gens qui viennent de Cyrus et des gens qui viennent, je ne sais plus de quelle autre constellation. Donc là, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Et chez Rabelais, je crois que c'est évident aussi, et qu'entre autres, on gagne une compréhension de chacun des épisodes si on veut bien suivre le trajet sur le ciel. Alors, on le sait d'autant plus qu'il dit que peu à peu, déclinant de l'équinoxial, c'est une ligne tracée au ciel. Donc, c'est bien la ligne équinoxiale entre les deux carrosses qu'on a au ciel. Et là, le trajet, on peut le suivre. Comme ça. Mais vous aviez déjà un bagage à ce niveau-là quand vous avez écrit? Non, j'ai été... Vous êtes mis à l'astronomie en lisant Rabelais? Je vais mettre à l'astronomie et que... J'ai commencé par étudier le calendrier de l'État. Après, retrouver l'ensemble des éléments qui nous indiquent, par exemple, dans Manilius, Ovide. Ovide joue Ovide aussi, à chaque fois, signale pour chacun des mois des phases, il signale le moment du lever de telle et telle étoile. Au tiers jour, tu verras se lever pour la première fois, paraître pour la première fois, et il signale, par exemple, le corbeau au l'hydre, et il en profite pour raconter le mythe du corbeau au l'hydre. Il le resitue à chaque fois dans l'astronomie, l'astronomie, je ne dirais pas, enfin, je sais qu'astrologie n'était pas distinguée à l'époque, mais il le resitue comme un véritable lever d'étoiles. Et il en profite pour raconter donc le mythe du serpent, du corbeau, de l'hydre. Enfin, de l'hydre, le corbeau, la coupe, les trois constellations. Donc, non, parce que Nostradamus aussi a été en but à certains astrologues qui lui ont reproché sa façon de travailler l'astronomie. Il y a des polémiques. Souvent, ce sont des polémiques entre des façons différentes de pratiquer l'astrologie, et non pas entre des adversaires de l'astrologie et des partisans de l'astrologie. Là, par exemple, en effet, ce que vous m'avez appris là aujourd'hui, c'est que Rabelais, finalement, il ne s'attaque pas à l'astrologie dans son principe, mais il est presque quelqu'un qui va reprocher aux astrologues de pratiquer une fausse astrologie, en quelque sorte. C'est-à-dire, Rabelais, lui, est passionné, on le sait parce qu'on a retrouvé certains de ses livres, il est passionné par les problèmes, d'abord en tant que curé aussi, par les problèmes de calendrier, au départ. Et parmi les repères du calendrier, il y a plein d'autres éléments. Alors, il y a, bien entendu, le soleil, la lune et les étoiles. Oui. Et tout ça, il faut le voir, les lever, les coucher. Il ne s'intéresse pas tellement aux planètes, en fait. Il s'intéresse au rapport planète, étoile luminaire. Non, il ne cite les planètes que je crois qu'il le cite uniquement, lui, pour le caractère de Panurge, avec une naissance, même pas. Non, il peut... Oui, c'est ça. Sauf quand il fait, mais ça il emprunte, et il ne l'utilise pas dans son œuvre, lorsque donc il parle de la doctrine des enfants des planètes, voilà. Les enfants des telle planète seront... ça il le reprend à des choses très banales à l'époque. C'est pas ce qui l'intéresse profondément. Ce qui l'intéresse profondément, c'est le calendrier et tout ce qui se passe pour un jour donné. Et il donne un sens, entre autres, à son voyage, qui est un voyage dans le temps. D'ailleurs, il tient les éphémérides de son voyage nautique.
Mais ça a été un voyage plus que nautique, parce que très vite, on est au niveau d'une série qui en fait sont des constellations. Voilà. C'est ça qui a donné voilà. Et ça permet de savoir que l'arrivée à la dite bouteille se fait à 25 juillet, avec tous les problèmes de soif, avec le problème de la... De 25 juillet, c'est pas c'est presque. Pline fait un rapport, Pline, à longueur de temps, dit que les phénomènes sont identiques au solstice et à la canicule. Mais c'est assez bon, il y a un décalage d'un mois. Bien sûr, bien sûr. Un décalage d'un mois. Mais parce que c'est dû à la possession, on parlait tout à l'heure. C'est possible, le décalage d'un mois. Le voyage est aussi une initiative. Oui. En alchimie, il y a toujours un voyage. En hermétique, On termine en disant en temps. Quand donc mes lecteurs verront précisément, essaieront de comprendre pourquoi est-ce que le temps peut résoudre toute chose, que temps est père de vérité et fille, et que vérité est fille du temps, donc à ce moment-là, il indique l'obligation de bien rentrer dans ce calendrier, mais qui est en même temps un calendrier ecclésiastique. Un calendrier qu'il a repris dans les traités sur le calendrier, un calendrier qui essaie de faire un raccord entre tous les calendriers, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce qu'il y a les calendriers solaires, les calendriers lunaires, les calendriers semi-lunaires. Est-ce que vous avez regardé il a été influencé par l'iconographie des mois? Des mois, vous savez, les activités propres au mois, non. Dans les livres d'heures, dans les rigueurs de Berry. Non, tout à fait contemporain. Il y a quelqu'un qui en effet publie des mois régulièrement et qui lui est tout à fait inscrit dans l'iconographie des mois, c'est Bruegel. Dans sa peinture. Alors Bruegel, dans sa peinture, d'ailleurs, un certain nombre de... Il a les 12 mois ou enfin, non? Il le fait généralement par saison. Ah bon? Il a trois à la fois. Absolument. Ah oui, ça s'appelle comment? Oui. Eh ben, on a le printemps, ah oui, il faut absolument, on a l'automne. Ah, il faut absolument que j'aille voir ça. Et chaque fois, il y a 3 vignettes. Et alors, à chaque fois, ce qui est très intéressant dans Bruegel, c'est qu'au lieu de séparer les vignettes, ce que j'ai montré, j'ai fait pas mal d'études sur Bruegel, ah bon? où au lieu de séparer, comme on faisait dans les calendriers, les activités des mois, comme on fait par exemple les traits rituels, oui, il y a les activités des mois, lui les intègre dans un seul tableau. Oui. Alors, par exemple, ce qu'on appelle la journée sombre. C'est une unité d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la journée sombre, en fait, c'est 3 mois d'hiver. Et on le voit très bien parce qu'il y a des petits signes qui permettent de savoir, par exemple, ce qu'on appelle aussi par exemple le massacre des innocents. On s'aperçoit qu'il y a non seulement le massacre des innocents qui avait lieu le 28 décembre, ça c'est décembre, mais on a la tuerie du cochon voilà. côté, novembre. Oui. Alors on a novembre, décembre et janvier qui est indiqué par, il y a une petite, on appelle ça un café, une petite auberge. Oui. Et c'est l'auberge à l'étoile des rois mages. Mais oui, parce qu'en janvier, la scène de janvier, c'est toujours une scène où on est dans une auberge, autour d'une table. Voilà. Alors lui a mis ça, mais avec un feu tout le d'ailleurs. monde dit que c'est très réaliste. Et moi j'ai montré que c'était absolument pas réaliste. C'est une peinture du temps. Dans quel article vous avez. Comment s'appelle cet article? J'ai écrit un article dans les Annales qui s'appelle Le combat de Carnaval et Carême. 1972, il me semble. Et dans ce combat de Carnaval et Carême, j'ai montré qu'en fait, c'était la figuration de coutumes qui durent 80 jours. Alors les gens qui disent que c'est réaliste, parce qu'on a, dans ce tableau, tout au fond, on a un feu de Noël. Mais oui, absolument. Ensuite, on a un défilé des mages, 6 janvier. Ensuite, on a une coutume du 2 février. Donc on peut suivre comme ça, on peut faire un plan. J'ai fait ce qu'on appelle un plan calendaire. Et de l'autre côté, on a les rameaux. Et ça se termine à Pâques. Donc en fait, on a toutes les figurations, les activités dans un village qui vont de Noël à Pâques. C'est-à-dire au moins 80 jours. Oui.
Et justement, là, il y a un débat, moi je m'intéresse beaucoup à toute cette littérature, toute cette iconographie, parce que justement, l'astrologie que nous connaissons est en porte-à-faux par rapport à cette iconographie. Si on prend par exemple le cas du feu, oui. Le feu, il est omniprésent dans les scènes d'hiver. Février, oui. Or, dans l'astrologie, madame est témoignable, parce que c'est une astrologue traditionnelle, le feu, c'est considéré comme l'élément de l'été. Bon, voyez-vous, donc il y a des choses qui ne peuvent... Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les rapports entre les 12 représentations des mois et le zodiaque, et les 4 éléments. Et ça ne marche pas très bien. Dans les traits rigueurs, c'est décalé. Non, mais non seulement ça, mais même... Non, je sais que c'est décalé, parce qu'il y a deux signes. Non, mais non seulement c'est décalé, mais même l'ordre des signes ne correspond pas. Par exemple, regardez, vous avez parlé du cochon, on ne trouve pas le cochon dans le zodiaque, par contre on retrouve les 4 animaux de la Bible. Le lion, l'aigle... Non, mais moi je parle du fait que dans les traits religieux, on connaît le décalage des 12 jours, oui, entre signe et mois. Non, mais là je parle de décalage beaucoup plus important. C'est-à-dire que par exemple, on a intégré dans cette série-là, dans le zodiaque, quelque chose qui n'a rien à voir, qui sont les 4, le tétramorphe, lion, le lion par exemple. Oui. Il ne figure pas dans les rigueurs, il ne figure pas chez Bruegel, il ne figure pas, sauf s'il a fait référence aux signes zodiacaux à côté. Oui. Mais au niveau de l'iconographie proprement dit des activités de l'année, il n'y a pas le lion. Il n'y a une seule gravure de Bruegel qui s'appelle le triomphe du temps, où on aperçoit le zodiaque. Oui, le zodiaque. Non mais attendez, il y a cohabitation d'un côté du zodiaque et des 12 heures, mais les relations entre les deux, à part les relations de temps, les relations symboliques ne sont pas évidentes du tout. Pour une raison simple, c'est que le calendrier des mois est un calendrier d'activité populaire une fois de plus, et que jamais le système zodiacal n'a pénétré, à ma connaissance, dans les croyances populaires. Mais je ne l'ai jamais vu. Alors justement, monsieur... Si vous trouvez le moindre texte, un paysan qui parle, le moindre texte de tous ces... si vous voulez, dans un conte populaire, si vous trouvez la moindre allusion, si vous avez un seul conte populaire où il y a la moindre allusion au signe du lion, vous me faites ça. Alors, attendez, alors moi je vais vous... Alors, monsieur Gaillebet, alors là, mais bien sûr, c'est... Je vais vous c'est faux, c'est dit pour les enfants, mais c'est faux. C'est pour ça que je parle d'un conte populaire. Alors, je vais vous répondre, monsieur Gaillebet, parce que justement, c'est un sujet qui peut vous intéresser, qui peut intéresser votre revue. Je ne dis pas que les gens de cette époque-là connaissaient les rapports entre les 12 signes et les 12 mois de l'année sur le plan symbolique, mais en réalité, historiquement, ils existent. Je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple cette scène de banquet. Oui. Cette scène de banquet. Eh bien, on voit, qu'on retrouve d'ailleurs dans le battleur du tarot. Il y a une table, c'est la notion de table. Il y a une grande table avec des choses dessus. Et sur cette table-là, il y a notamment des récipients. Oui, une salière. Une coupe. Une salière, une coupe dans les traits religieux, parce que c'est du Berry. Voilà, mais il y a, de toute façon, quand on est à table, il faut bien qu'on boive. Bon, il faut bien qu'on boive. Et le signe du... Voilà. Et le signe du Verseau, c'est le signe de l'amphore, c'est le signe de la coupe. Oui, bon. Donc, en fin de compte, moi, ma théorie, c'est que le zodiaque a été constitué à partir de cette tradition des 12 signes. Effectivement, le signe de janvier... Les 12 mois. Oui, les 12 mois. Les 12 mois, oui. Le signe de janvier, on a emprunté de la scène de banquet, etc., un élément qui c'est la partie pour le tout, si vous voulez. Hein. On prend un élément de la scène d'ailleurs qui pourrait s'appeler aussi CENE, parce que c'était le banquet, et on le met en exergue. Donc effectivement, il y a une filiation, il y a une genèse. Pour étudier la genèse des signes zodiacaux, il faut travailler justement sur les 12 mois. Oui, mais donc, desquels? De quand? À partir de quand? C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de... C'est un sujet intéressant. On n'a pas d'attestation. Bien que dans les cathédrales, on trouve déjà les 12 mois.
Mais le zodiaque est beaucoup plus ancien. Mais apparemment, ce zodiaque-là serait lui-même extrait d'une très ancienne représentation iconographique des 12 mois qui ne serait pas attestée. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, les Gémeaux, par exemple. Les Gémeaux. Le signe des Gémeaux qui est souvent représenté comme un couple. Or, au mois de mai, dans les 12 mois, on voit des couples. On voit notamment dans les Thérégraphes de Berry un homme et une femme chevauchant ensemble, ou même sur le même cheval de bâtard. Parce que c'est la saison de... Donc si vous voulez, il y a un lien intrinsèque entre le système des 12 représentations des mois, dont le zodiaque serait en partie extrait. Ce seront des extraits qui feraient référence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le zodiaque ne serait que des extraits, des références par des éléments de la scène. C'est-à-dire qu'on aurait pris dans les différentes scènes. Prenons même par exemple le cas du bélier. Moi, l'exemple le plus ancien que je connaisse, c'est le calendrier de 354. Et dans le calendrier de 354, on a l'activité des mois, chaque mois, et on a les signes zodiacaux. Oui. Ils connaissent les deux, on ne fait aucune correspondance. C'est possible, j'ai pas dit qu'il le faisait. 354, il n'y a pas de correspondance. Mais moi, à mon avis, c'est oui, aussi. Mais monsieur Gaillebet, je ne dis pas qu'il faisait des correspondances de cette époque-là. Je dis que génétiquement, et à une période beaucoup plus ancienne, c'est-à-dire peut-être même bien avant les zodiaques babyloniens, parce que les zodiaques babyloniens sont déjà marqués par cela. Donc que cette connexion entre les deux ait été perdue de vue, c'est une certitude. Mais pour un historien du zodiaque, on ne peut pas ignorer que le zodiaque ne se comprend d'ailleurs, ne se comprend que les éléments composant le zodiaque ne se comprend que parce que ce sont des éléments qui sont extraits d'une représentation des 12 mois. Et effectivement, ça a été tellement symbolisé qu'on a perdu de vue. Donc il y a une dégénérescence. C'est à la fois la contrefaçon et la corruption du savoir. Là, on a une corruption évidente, mais en réalité, ce zodiaque, il n'existe que par référence aux 12 mois de l'année. Qui est le premier venu, l'œuf ou la poule? Justement, voilà, bonne question, Madame Boudinot. Effectivement, si on voulait poser les choses clairement, deux thèses. C'est comme tout à l'heure pour Nostradamus, quand on publie des éditions sous la Ligue, il y a des gens qui disent mais ces éditions sous la Ligue ne font qu'en produire des éditions des années 1550, alors que moi je dis que ce sont des éditions 1550 qui sont extraits des éditions de la Ligue. Alors pour le zodiaque c'est pareil, on peut dire qu'effectivement, soit ce sont les symboles zodiacaux qui ont servi à constituer les 12 représentations des mois de l'année, soit c'est l'inverse. C'est tout le problème. Voilà, on est constamment, moi il me paraît évident que c'est la première thèse qui est probable. Effectivement, on n'a pas inventé la scène du banquet uniquement parce qu'il y avait le Verseau avec l'amphore. C'est l'amphore qui vient de la scène, d'ailleurs c'est tout à fait normal, puisque le zodiaque, ce n'est jamais au départ que le découpage des 12 mois, c'est pas par hasard dire qu'il y a 12 mois. Mais effectivement, il est normal que Mme Boudinot réagisse, parce que de toute façon, chez les astrologues aussi, il y a une espèce de volonté de préserver le zodiaque comme si c'était un point de départ. Pour moi, le point de zodiaque ne se comprend que par référence à quelque chose d'antérieur dont il est issu. Mais on n'a pas attendu. Je pense qu'en effet, on n'a pas dû attendre, a priori, d'avoir des travaux inscrits dans l'année, des travaux agraires inscrits dans l'année, pour faire un zodiaque. Oui, voilà. On a commencé tout de même par les travaux. Ganymède. Ça me paraît évident qu'il y avait des travaux inscrits dans le calendrier, non? Dans la il y avait un calendrier agricole, oui, avant que le zodiaque soit constitué. Voilà, c'est ce que je dis. Ça me paraît évident. Voilà. Oui, mais par exemple, Ganymède, oui. Si je ne m'abuse, c'est partie de la constellation du Verseau, c'est les chansons des dieux. Oui. Mais justement, l'origine des constellations serait justement ancrée sur l'iconographie des 12 mois de l'année. C'est possible, mais on peut aussi en avoir déduit des représentations. Oui. Mais quel est votre problème là exactement Non mais oui mais d'accord, mais
Bon, ben justement, il y a des gens qui sont capables de trancher, des gens qui ne sont pas capables. Ça, c'est le vrai problème entre les... Bon, en fait, je ne veux pas être désagréable à ce niveau-là. Non, mais justement... Je pose la question. Ben oui, non, mais justement, le problème, c'est que les 12 signes... La réponse, elle peut vous être fournie de façon extrêmement simple. Les 12 signes zodiacaux ne constituent pas un ensemble cohérent au niveau de leur développement. Ce sont des symboles dont on se demande comment ils se suivent et comment ils sont juxtaposés. Alors que les travaux et les jours des mois de l'année correspondent à une réalité anthropologique et sociologique, si vous voulez. Donc c'est bien, on voit bien que, ça prouve bien d'ailleurs que la réalité symbolique et souvent ne s'explique que par une réalité socio-anthropologique et pas l'inverse. Et qu'effectivement, ce sont des éléments qui symbolisent, par exemple, le Verseau, eh bien Ganymède, l'amphore, symbolise ou incarne ou les réminiscences de la scène du banquet. Si vous avez en mémoire les Clérigères du Berry, vous voyez qu'il y a effectivement un énorme vaisseau comme ça. C'est comme si, par exemple, on prenait les pays d'Europe, les 27 pays d'Europe, et on les définissait par leur drapeau. Ça n'a aucun sens. On commencerait à épiloguer sur leur drapeau, alors qu'en réalité, ces drapeaux font référence au pays. Il y en a qui ont changé des drapeaux aussi. Mais malgré tout, bon, pour certains hermétistes, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, il y a une correspondance entre les deux. Oui, mais en l'occurrence, pour répondre à votre question, Madame Boudinot, je vous répondrai que justement, dans beaucoup de cas, ça ne coïncide pas. Dans beaucoup de cas, l'ordre des signes zodiacaux ne coïncide pas avec celui des mois de l'année. Et inversement. Donc, la question est de savoir quel est l'ordre qui fait autorité. Alors justement, celui des mois de l'année, il s'ancre sur une réalité sociologique de calendrier, de saison, alors que celui du zodiaque, il ne s'ancre sur rien. Prenons un certain nombre d'exemples. L'exemple des Trérigeurs, qui est une coutume. Oui, c'est ça. Et pas vraiment. Si c'était un exemple tiré des travaux agraires dans l'année, en rapport avec les saisons, les semailles, des choses comme ça, ce serait probant. La coutume du repas du début de janvier, qui est des Trérigeurs, qui est le repas du 1er janvier, qu'on fait un peu bien sûr, oui. Ou du 6. C'est une coutume qui est une coutume du début d'année, et le début d'année. Non, c'est une coutume de l'hiver. Non, je ne pense pas que ce soit une coutume de début. C'est une coutume de. Alors justement là-dessus. Ils sont particulièrement. Non, mais c'est pas une question de début d'année. Ça, c'est un autre problème. C'est au départ. Si vous voulez, il y a une théorie fondamentale en astrologie qui est mal connue également, qui est que les planètes rapides, les planètes comme le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure, correspondent aux saisons, aux bonnes saisons, c'est-à-dire, ça c'est la théorie des domiciles des planètes. Bon, on trouve d'ailleurs déjà à Babylone, d'accord, les rapports en planètes signes. Bon, alors là il y a des planètes rapides, Lune plus les trois planètes qui tournent le Soleil et les Scorpions, qui correspondent aux saisons du printemps et de l'été, et les planètes lentes, Mars, Jupiter et Saturne, qui correspondent aux saisons de l'automne et de l'hiver. Donc effectivement, en automne et l'hiver, on marque le coup, effectivement, ce sont des saisons du déclin, et c'est là que le soleil est remplacé par le feu. Donc effectivement, le feu, la lumière, c'est pour ça qu'on trouve le feu en janvier-février, c'est une dialectique. Donc le feu, les scènes de feu, les scènes de foyer, les scènes de banquet ne sont pas là uniquement pour célébrer un premier de l'an, ça c'est anecdotique, et même pas pour célébrer la naissance de Jésus. Ça correspond réellement à un processus saisonnier qui lui-même est indiscutable. Alors, vous savez très bien que le Noël, c'est pas les solstices d'hiver qui a été créé par rapport à la naissance de Jésus, mais l'inverse. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'opposer le groupe Mars, Jupiter, Saturne, qui sont des planètes, des dieux qui incarnent l'ordre, la justice, la force, parce que Mars finalement c'est la planète, c'est le bras armé de la justice, le bras séculier, et Jupiter c'est la justice, Saturne, etc., c'est une dynastie, c'est ça. Voilà, par opposition aux astres comme le Soleil et la Lune qui correspondent à la nature, parce qu'en fait, la nature solilunaire, elle est surtout là pendant le Soleil est surtout présent pendant les saisons
comme le printemps et comme l'été. On appelle la saison claire. Oui. Donc, prenons par exemple un cas amusant, c'est le cas du bélier. Le bélier. Alors, en bélier. Alors le bélier qu'on met au début du printemps, eh bien dans les terrigens du duc Berry, la tonte des moutons ne correspond pas du tout au printemps. Non. Elle correspond au mois de juin, de juillet. Voilà. Donc il ne s'agit pas simplement d'une question de l'œuf et de la poule, il s'agit aussi du fait que cet ensemble symbolique zodiacal, il s'est complètement déstructuré, c'est-à-dire que l'ordre même des symboles correspondant au mois a été décalé. Peut-être y a-t-il aussi des changements climatiques. Mais alors ça fonctionnerait, ce calendrier des travaux, on l'a dans Hésiode, mais fonctionnerait parce que quand même les activités des saisons sont très diverses en fonction des pays, sont très diverses en fonction. Oui, mais elles sont toujours liées à des phénomènes de, par exemple, l'enfermement, la maison, ce sont évidemment des activités de l'hiver. Alors que les scènes de printemps, les scènes où on voit la nature, sont des scènes d'été. Par exemple, ça c'est une base, ça c'est basique, ça. Quelle que soit la. Et à Babylone, à Babylone et en Égypte, on sort plus facilement l'été que l'hiver, monsieur Gagnobé. dans les pays chauds, on peut quelquefois un peu saisir. il y a une véritable estime. En tout cas, on ne met pas du feu en plein mois d'août, même dans les pays chauds. Hein. Ils ne sortent pas dans les pays chauds. Mais on s'en sert met plutôt. On met des ventilateurs. Pas aux heures solaires. À l'époque, je ne sais pas si on a. Mais malgré tout, en tout cas, il y a quand même, je crois que même dans les pays chauds, il y a une dialectique entre l'hiver et l'été, malgré tout. Enfin, il ne faut pas non plus pousser trop loin le bouchon. Sauf qu'elle est totalement inversée, nous dit-on dans Platon, elle est totalement inversée en Égypte. Mais prenons le cas de Solon et du prêtre égyptien, lorsque le prêtre égyptien dit vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants, car nous avons en été, au moment où tout le monde est complètement paniqué par le fait que le pays va être desséché, nous avons le Nil qui sort, et c'est notre belle saison, alors que les pays d'à côté sont complètement desséchés. Voilà. Et en hiver, c'est l'inverse. Au moment où tout le monde risque d'être inondé, trop d'eau, eh bien nous, le Nil descend et nous sommes sauvés. Alors, on trouve toute la saison, et il y a plusieurs textes qui montrent que les Égyptiens conçoivent leur pays comme une inversion totale entre hiver et été. Oui. Totale. Et c'est pour ça que les Égyptiens sont sauvés, dit-on dans le Timée. Ils sont sauvés parce que précisément, alors que l'ensemble du monde bascule entre hiver et été, c'est-à-dire entre déluge et ecpurosis, et destruction par le feu, et bien l'Égypte fait exactement l'inverse. Fait comme ça. Tout à fait fascinant. Voilà. Alors justement, ça c'est toute la théorie des... Alors justement, vous êtes qui est spécialiste. Un autre sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du mois de mars. Oui. Le mois de mars, c'est une bizarrerie le mois de mars. Parce qu'en réalité, Mars n'a rien à voir avec le printemps. Comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques minutes, Mars, Jupiter et Saturne sont des planètes. D'ailleurs, regardez, par exemple, si on prend les régeurs du duc de Berry, quel est du mois de Mars, mais aussi de la planète Mars, quelque part, ou du dieu Mars. Du dieu Mars, oui. Le dieu Mars est agraire, apparemment. Oui, mais c'est quand même un dieu où on verse le sang, quelque part. Enfin, je veux dire, c'est la planète rouge, etc. Si Dumézil a raison, il insiste beaucoup sur le caractère agraire de Mars. Oui, le Mars italique est agraire. Hein, il n'est pas du tout... Enfin, c'est sûr qu'il va être repris aussi... La seule saison, cette fameuse iconographie des régeurs du Berry, la seule saison où on voit un animal tué, c'est laquelle? Novembre. Voilà. C'est-à-dire qu'on tue les. Voilà, on ne tue. On n'assiste à aucune tuerie pendant les saisons de printemps et d'été. La tuerie de l'animal se fait à l'automne. Bon, donc vous savez que Mars est à la fois. C'est-à-dire entre novembre et décembre. Oui, pourquoi pas. Alors pour les cochons, on les voit à deux reprises, les cochons. Parce qu'il y a deux scènes. Il y a la scène où on les fait manger
on est circulé dans la forêt, et on fait tomber les glands, et puis le mois suivant, on les mange. Et après, il y a des scènes de four. Il y a le four et le foyer, donc les scènes de feu. Donc on voit bien que le feu incarne bel et bien les saisons nocturnes. Voilà, il y a 3 scènes. Il y a la scène du four, la scène du banquet et la scène où les paysans se chauffent ou se réchauffent devant l'âtre. Alors, ça c'est février. Bon, donc on a au moins 3. Voilà. Et oui, mais en France c'est normal. Oui, mais à l'époque encore c'était pire. Oui, il y a eu des périodes. Moi je vais devoir m'écouter. Voilà. Il faut que j'aille en public. Oui, bien sûr, mais je vous remercie beaucoup, monsieur Gagnebé. Puis-je vous demander un instant, monsieur, pour vérifier des références. Alors, Gervais Tilbury a écrit. Gervais de Tilbury. Tilbury a écrit sur les éléments d'Al. Bon, Il a écrit sur comment ça s'appelle Loisir des princes. Ça a été publié par Leibniz, mais Le Goff a beaucoup travaillé sur cet auteur de projet. et puis d'autre part, vous avez parlé de Sirius, de son lever au bien sûr. Là, il y a un livre entier. Alors, voilà. De Madame Bonneau, BO de Madame Bonneau, La crue du Nil. La crue du Nil. Mais vous avez fait allusion à des présocratiques qui avaient écrit à ce sujet. Alors non, il y a les présocratiques qui ont écrit sur le fait que les gens laissent le moment du lever de Oui, soleil. c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous trouverez les références dans le premier volume. Le premier volume des astronautes grecs de Michel Leclerc. Voilà, voir. Dans le premier volume, je pense que c'était rapide. Ah, voilà. Et c'est rediscuté par Cicéron dans les Divinationes. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une photocopie pour vous maintenant des quelques pages concernant... Je vais la faire là-haut parce que j'ai Vous l'avez. Ah, ben c'est parfait. Mais notez quand même la page. Notez la page, on ne peut pas chercher facilement. Oui, j'ai repéré la page, d'accord. il y a un index très bien fait Oui, mais enfin, dans le premier volume. Je sais, mais Voilà. Donc il faudrait la Dans le compagnie. premier volume qui est là quelque part. Oui. Mais j'aurais tout repéré, Bon, bah alors, ce que c'est je n'ai parfait. pas retrouvé. D'ailleurs, de toute façon, moi je ne fais plus rien là-dessus. Je communique ce petit chapeau Voilà, c'est ça. et je revois un peu. Non, mais vous auriez pu à mettre une ou deux photocopies Alors pour ce qu'il faudrait, illustrer. voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une ou deux photocopies, et à mon avis, l'idéal serait de mettre la photocopie d'une des cartes où on voit la pierre blanche. Ah, bah oui, aussi. Vous avez raison. La première carte. C'est très parlant, les cartes, oui. Alors dans la première carte, on voit la pierre blanche. J'en ai parlé aussi de pierre blanche. Voilà. Essence alchimique. Reine. Mon corps, la pierre blanche, oui, ça vous l'avez marqué. Voilà. Vous voulez qu'on fasse une photocopie. Alors là, ce serait très bien. Vous allez faire la photocopie ou vous voulez que je la fasse? Je peux la faire là-haut. Oui, vous la pouvez faire. Peut-être que l'exemplaire est en moins bon état là-haut. Ah bon, d'accord. Alors écoutez, moi je vais le faire aussi. Alors peut-être il faudrait faire. Je vous l'envoie. Voilà, vous m'envoyez la. Je la scanne. Je la scanne. Et vous me l'envoyez sur le. Et je l'envoie à votre fils. Voilà, voilà. Rappelez-moi le mail de votre fils. Voilà, comment s'appelle son prénom? Vous connais pas. vous souvenez le prénom de votre fils? Julien, voilà, parce que je ne me souviens plus. Voilà. Entendu, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis alors, on prend donc, je prends votre texte, simplement je vais couper, hein, et puis l'envoyer quelque Et vous pensez pas que ça serait intéressant parvenir. Vous pensez pas que ça serait intéressant aussi de faire un article sur les rapports entre le zodiaque et les mois de l'année? Pour cette revue, non. Bon, parce que ça n'a pas de rapport. Non. D'accord. Non, pour cette revue, Ils n'ont jamais abordé la question des Richard du duc de Berry ou les iconographies. moi j'ai des amis qui l'ont abordé depuis longtemps, Oui. qui ont étudié un peu les documents Oui. sur le duc de Berry, mais qui ont revu l'inventaire des biens du duc Bien de sûr, Berry oui. à sa mort, des choses très intéressantes. J'ai des amis qui ont travaillé là-dessus. Mais non, là, eux, c'est vraiment mythologie française, et comme cet article se fait à l'occasion d'un congrès que nous avons eu sur les cornes, Jean Nougou étant le patron des colloques. Oui, c'est pour ça. Et des cornes. Oui, c'est. Parce que votre revue est articulée sur des colloques. Voilà, alors c'est articulé sur des colloques. C'est à cette occasion qu'il y a eu donc cet article. D'accord. Maintenant, ce que je peux faire, j'ai du mal à retrouver, vous l'avez là,
Oui. l'article. Je peux vous le donner si vous voulez. J'ai du mal à le retrouver. Tenez, monsieur. Voilà, merci. Numéro 2, je l'ai, pourtant je suis abonné depuis très longtemps. Moi j'ai trouvé, j'ai fini par le trouver. Voilà. Très bien, mais je vais le prendre alors. Si ça peut vous être utile, prenez-le. Alors, attendez, alors est-ce que je ne suis pas d'accord avec lui à propos de votre Herbe. Vous avez une référence, hein. C'est le numéro, voilà. Voilà, c'est le numéro de Très bien. Écoutez, alors si vous voulez, je fais une photocopie. Non, gardez-le, c'est pas. Voilà. Je vais l'utiliser. C'est la moindre des choses. Voilà. Et donc là, vous aviez trouvé, dans un manuscrit, c'est ça, vous aviez trouvé l'origine de la vignette Gargantua dans un manuscrit. Et ça, c'est une preuve de recyclage. Il a voulu que d'autres chercheurs ont trouvé des choses comme ça, dans Rabelais, Madame Huchon a trouvé des références, des emprunts comme ça, iconographiques. Moi, je suis sûr qu'Aquilon, je suis sûr que c'est un des problèmes. Bon, écoutez, je vais voir avec monsieur C'est ça, Aquilon, il est retraité. Ben oui, je sais. Je le croisais souvent à l'époque à l'Université nationale. Maintenant, Non, mais il est retraité, je l'ai vu, il a des loisirs. Ben oui. Mais je suis sûr qu'il y a des articles par les spécialistes d'histoire du livre intitulés de la réutilisation des bois et de la manière dont il date. Bon, d'accord. Autant. De l'art d'antidater. L'art non pas l'art de vérifier les dates, mais l'art de vérifier que ce ne sont pas les bonnes dates. Ben voilà, c'est ce genre de littérature que je veux trouver pour justement étayer ma thèse. Et si quelqu'un l'a connu, je suivais les cours de Madame Vérin-Forêt sur l'histoire du livre autrefois. Ah ben oui. Et je suis sûr que ça a été traité. D'accord. Mais néanmoins, en tout cas, Nostradamus n'est pas considéré, les centuries ne font pas partie, M. Guéliebet, à l'heure actuelle, en 2008, ne font pas encore partie des cas de contrefaçon dans l'imaginaire des chercheurs du XVIe siècle. C'est ce que j'ai essayé de montrer, mais j'ai rencontré de fortes résistances. Certainement. C'est un monument. C'est intéressant de voir que ces contrefaçons du XVIe siècle continuent à tromper leur père. 400 ans plus tard, on tombe dans les mêmes panneaux et on est aussi naïf et aussi crédule. Apparemment, on n'est pas équipé. Le cas de Nostradamus montre bien qu'on n'est pas équipé encore on n'a pas encore une connaissance suffisante ou des méthodologies suffisantes pour détecter une contrefaçon aussi énorme que celle-là. Porter dans le temps, c'est difficile. On peut aussi faire des études concernant les religions, les évangiles. C'est le grand scandale des 16e aujourd'hui. Sur les éditions dédatées. C'est pas possible. Mais c'est parce que tout simplement, on le conteste. On le conteste. On ne veut pas reconnaître que les éditions sont antidatées. Il y a un seul cas extrêmement particulier, mais il y a une résistance énorme. Je voulais vous apporter cet ouvrage-là. Moi j'en ai toute une série, il est en mauvais état, mais je peux vous le donner si vous voulez. Faute de mieux. Hein. C'est le répertoire de toutes les éditions qui ont été faites. Bon, c'est un exemplaire que j'ai utilisé, mais moi j'en ai encore une trentaine. Mais comme je peux vous donner. J'ai vu que vous citiez l'histoire des licornes. Oui. Si vous voulez, soit je vous en envoie un exemplaire neuf, soit vous prenez Non. Si vous me confiez celui-là, oui. C'est bien volontiers. Non, je pas de. Mes livres sont à peu près dans cet état. Ah bon, d'accord. Mais bon. C'est comme l'autre jour, je rediscutais avec un chercheur. Alors je lui dis, je n'ai qu'un exemplaire très abîmé d'un ouvrage. Il me dit, oh c'est pas grave, de toute façon moi je travaille avec les manuscrits et les ouvrages anciens, donc le fait que votre ouvrage moderne soit abîmé, ça ne me gêne pas spécialement. Non, moi j'ai écrit aussi. Comme ça. D'ailleurs c'est M. Céard qui a fait la préface. Oui, alors Céard connaît bien les problèmes d'édition. Eh bien écoutez, il a dirigé ma thèse d'État. Et il s'est montré, et Jean Dupeb aussi,
était dans mon jury justement de post-doctorat. Et il s'est montré très résistant et très sceptique. On connaît bien les problèmes d'édition, moins qu'un autre sixiémiste qui a disparu récemment et qui lui alors se trouvait le livre aussi. Mais c'est Simonin. Simonin, voilà. Bah oui, malheureusement il a disparu. Mais non, actuellement, il faut dire les choses comme elles sont. 95% des sixiémistes en Sorbonne ou hors Sorbonne ne veulent pas classer les centuries parmi les contrefaçons. Voilà. Bon, ça c'est leur problème. Mais ça ne peut être résolu que par des grands spécialistes d'histoire du livre. Et pour l'instant, je ne vois que M. Aquilon. D'accord. Donc on demandera à M. Aquilon d'arbitrer le débat. Et puis en plus, il est très gentil, très serviable. Il a vu des milliers d'éditions, c'est un problème qui l'intéresse. J'aurais dû lui demander de faire figurer dans mes... Absolument. Mais c'est quelqu'un qui est... Moi, si j'avais un problème d'autorité de telle ou telle édition gravée, c'est à lui que je m'adresserais. D'accord. Il connaît les libraires un à un de l'époque. Je vais faire l'expérience. Je vais essayer de prendre contact avec M. Aquilon pour voir comment il traite la question, enfin, comment il estime les données du débat. Si vous lui envoyez les pièces, c'est-à-dire la photocopie des pages de titre qui vous donne telle ou telle fonction, vous lui envoyez les pièces et vous lui dites, voilà, je pense que telle chose a été utilisée, telle et telle chose pour dater, il vous dira. Oui, mais il faut aussi faire l'étude du contenu. C'est un dossier extrêmement complexe. Si vous lui donnez des exemples précis. D'accord. Non, mais je vais essayer de gérer mes relations avec M. Aquilon. On a beaucoup de relations amicales avec lui, mais je l'ai perdu de vue. Je ne sais même pas où il habite d'ailleurs. Il m'a donné son adresse récemment. Ah bon? Parce que moi j'ai perdu de vue depuis au moins 5-6 ans. Notez. Le hasard me l'a rencontré. Eh ben voilà encore un. A-Q-U-I-L-O-N. Mais sinon, il faut s'adresser au... Qu'est-ce qui m'a marqué ça? Il m'a marqué ça. Non, mais je ne vais pas vous retarder. Comme j'ai un carnet épouvantable. Oh là là. Il faudrait le retransférer. Oui. Il doit dater des années 70. À peu près. Et il est bien utile. Non, mais on s'y attache. Je ne trouverai pas. Non, vous ne le trouverez pas comme ça. Mais à l'occasion. Voilà, s'il vous plaît, voilà. Parce que je regarderai. Parce que je crois que vous avez raison, c'est quand même lui. Il faut que j'essaye de voir avec Aquilon ce qu'il en pense. C'est lui l'homme. Ouais. L'homme de la situation. Bien que le nom, c'est la langue des oiseaux, c'est de l'ingoliable. Alors, M. Aquilon, vous avez un très grand esprit, ça va vous faire beaucoup de choses, et puis fort. Qu'est-ce qui serait mieux? Il ne faut pas vous ennuyer. Il faudrait prendre en compte. Je vais revoir mon Basile, en italien. Je prends mon Basile et j'ai vos références ou Non, mais c'est facile à trouver. Madame Bouvino, rue de la Boétie. Je suis dans la mer. Donc vous êtes dans la... Oui, parce que j'ai changé de sac et je ne crois pas avoir de carte. Non, mais... Mais écrivez-le sur un papier, madame. Voilà. Parce que finalement, le contexte a été très mal connu. Ce qui m'intéresse, c'est le comptable. Parce que j'ai écrit sur les gens. Non, il faudrait dans les revues de l'équipe populaire. Mais c'est faussement populaire. Non, mais je pense. Oui, bien sûr. Oh, mais c'est à la... Une revue qui Je vais écouter, j'ai les références de la dame, là aussi, je les transmettrai. C'est une publication, ne pas
l'éducation spécialisée dans le conte populaire. Je vous remercie beaucoup, monsieur le candidat. Donc, parce que sinon, le folklorique, il n'y a plus grand-chose qui paraisse. Autrefois, il y avait la rue des traditions populaires, la rue des arts et traditions populaires. Eh oui, le musée des traditions. Oui. Qui dépendait du musée, mais qui sont en plein déménagement, et je crois que la revue est publiée depuis ça. Et là, c'est difficile parce que le texte est en français. Enfin, il faudrait que ce soit un article que j'extrairais. Oui, parce que non, mais c'est en italien, il faudrait prendre un compte. Oui. Il faudrait prendre un compte, et puis Basile est très très sollicité par Madame Ténèse. Voilà. Madame Ténèse. Alors, voyez, Madame Ténèse, c'est le catalogue raisonné du conte populaire français. Le catalogue raisonné du conte populaire français. Ce qui est le drame, c'est que les littéraires ne sont pas des technologies. Oui, exactement. Et en conséquence, alors, Madame Ténèse est comme ça, où à chaque fois qu'un conte, alors elle travaille par compte type. C'est ce que c'est comme ça. Elle travaille donc avec Thomson, le motif index of folk literature. Tout ça, si vous voulez, c'est nos outils. Et si vous voulez publier dans une revue de folklore, il faudra donc que vous preniez un des comptes de Basile. Moi, je me dis qu'à mon avis, pour moi, le plus intéressant, c'est le conte cadre. C'est-à-dire l'histoire de la femme qui a terriblement handicapée. À mon avis, ça c'est passionnant. Parce que, au fond, elle a bien raison de manger du persil, sinon son enfant serait marqué par du persil. Et faire une étude de ce conte cadre, en étudiant par exemple dans Pitré, Joseph Rébé, dans Pitré, sur ce qu'il dit des enregistrements en Sicile, ce serait très intéressant. très intéressant. Oui. Mais le conte cadre aussi, c'est le conte avec Thaddée. Le premier conte cadre. Oui, c'est là que... le persil, c'est d'après. C'est après, c'est une femme qui a tout terriblement... Oui. Et son enfant a une marque de persil sur l'épaule. Voilà, c'est ça. Ce qui rappelle... Alors le premier, c'est quand il y a les larmes, pour remplir des larmes. Elle fabrique les poupées, moi aussi, remarquez. Oui. Non, je lis mon Basile et je vous ferai parvenir à la rue de la Boétie et parvenir les références de cette revue. C'est peut-être intéressant de prendre connaissance de son travail, voilà, éventuellement. Vous avez des microfiches là-dessus. Voilà, il y a des microfiches là-haut. Oui, ton travail a essentiellement son microfiche à la sortie. Il y a quelques Boudinot, prenez Boudinot, vous avez immédiatement sa thèse en microfiche. Mais ce sont très pénibles. Oui, ça c'est pas drôle. Sinon, je crois que vous laissez. Ah, ce serait volontiers. Si vous pouvez me le laisser, je voilà, vous pourriez, c'est pas grave, vous le il y a des copies que je ne peux pas corriger, non, et puis dans les notes, il y a une inversion de page. Il y a deux volumes normalement. Il faut bien qu'un jury note des coquilles. Oui, parce qu'on n'a jamais discuté sur le fond. Donc, jamais. Et puis, en plus, j'étais très gênée parce qu'on m'avait conseillé de ne pas parler d'un certain sujet. J'ai dit, ça m'ennuie quand même. Bon, j'ai mis en annexe. Alors, M. Fachard m'a reproché d'avoir mis en annexe. Mais comme mon directeur de thèse me l'avait conseillé, j'ai rien dit. J'ai dit des choses comme ça. M. Fachard. Ah non. Non, c'est M. Beck qui a dirigé ma thèse. Bon, il ne s'en souvenait pas. Et puis, d'autres choses de genre. Vous êtes allé à Naples. Oh oui. Moi, j'adore marcher pieds nus sur les pavés de Naples. C'est pas pieds nus. Mon plus grand plaisir, c'est les pavés en lave, parfaitement lisses dans le vieux Naples. Mais moi, je vais... Je voulais m'y marier avec un homme à Naples. Vous connaissez la coutume? Une coutume pas loin de Naples, où on peut se faire des mariages entre hommes. Ah bon? Bénis par le clergé.
Tiens. C'est très intéressant. Et à quel endroit? Ça s'appelle la Filietta. Je ne sais pas cette culture. Ça ne dit rien, tu vois. Non, non, mais Je ne connais peut-être pas. Dans quel pays? écoutez, alors, c'est à Montevergine. Ah oui, je sais où c'est. Montevergine, Sur la côte sorrentine en haut. une vingtaine de kilomètres au nord. Il y a un monastère. Oui, il y a un pèlerinage. Le 2 février, il y a un grand pèlerinage. Le 2 février, il y a des mariages en fête. Et 9 mois plus tard, on fête la naissance d'enfants mythiques dans la pelle des Malapartes. Ah oui. Si vous lisez Malaparte, ça se passe à Naples, il y a tout un chapitre à Naples où on a des hommes qui naissent, qui miment une naissance. Oui, mais tout ça, c'est symbolique. Oui. Et c'est resté mythologique. Il vaut mieux que c'est possible. Voilà, ben vous avez encore vous êtes encore chargé là. Voilà. Allez, et je vous invite